Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. 2 mois plus tard, le 3 août 1943, Bobby se tire une balle dans le crâne. Bell a alors 63 ans. Le ministère des Armées attribue sa mort à un épisode de démence. La famille Green est terrassée. Personne n'aurait pu prédire un suicide. Les autorités militaires américaines refusent d'informer quiconque sur les circonstances et les motifs de son suicide. Bobby se portait pourtant bien lors de sa dernière visite. Seul le professeur Thompson semble détenir un indice. Au cours des jours suivants, il prend son courage à deux mains et ouvre l'enveloppe que Bobby lui a confiée 2 mois plus tôt. Les premières phrases confirment son hypothèse. Il s'agit d'une lettre de sa fiancée, Nina Taylor Butchett. Et ses propos sont révoltants. Elle exige que Bobby se fasse castrer. Son motif est flou. Elle évoque une enquête menée par son père et le dégoût qu'elle ressent envers sa mère adoptive qu'elle qualifie, là encore, de putain noir du banquier John Pierpont Morgan. Elle exige qu'il coupe les ponts avec elle pour permettre à leur couple de jouir d'une réputation correcte. C'en est trop pour le professeur. Lire une insulte si violente le rend malade. Impossible pour lui d'en révéler le contenu à Bell, évidemment, ça l'achèverait. Il enferme donc la lettre dans son coffre-fort et en informe son notaire. Au verso de l'enveloppe figure le message suivant. Cette lettre ne peut être ouverte qu'après mon décès et seulement par la main de Miss Bell d'Acosta Green. Avant de la fermer à la cire, il y glisse le mot suivant. Chère Bell, le contenu de cette enveloppe a conduit un noble garçon à sa mort. Il est injuste de dire qu'il s'est suicidé. C'est cette lettre qui l'a tué. Mais Bell n'aura jamais connaissance de la lettre. Son ami Thompson mourra plusieurs années après elle. Le choc causé par la mort de Bobby, on peut le comprendre, lui détériore la santé. Au cours des mois suivants, elle subit une série d'arrêts cardiaques, elle perd l'usage de ses jambes. Elle s'acharne à cacher le suicide de son fils et parvient à le faire inscrire dans la liste des étudiants morts pour la patrie sur le mur de l'église d'Harvard. Au cours de l'hiver 1948, sentant la mort approcher, elle se résout à brûler l'ensemble des albums photos, des documents officiels et des lettres présents dans son appartement. Les pages de ses journaux intimes y passent également. Toute piste éventuelle menant à son secret est réduite à un tas de cendres. Heureusement pour nous et sa postérité, ses correspondances avec Berenson ont été conservées à la Villa Ittati en Italie et retracent la majorité de sa vie avec précision. Au cours du printemps de l'année suivante, la Morgan Library consacre une exposition entière en hommage à sa bibliothécaire légendaire qui vient de prendre enfin sa retraite. Peut-être ouverte qu'après. Un an plus tard, le 10 mai 1950, Bell d'Acosta Green décède d'un cancer à l'âge de 70 ans. Le public lui en donnait 55. Les hommages pleuvent le jour de ses funérailles à l'église Saint-Thomas à Manhattan. Son corps repose aujourd'hui au cimetière de Kensico à Valhalla, dans l'État de New York. Comme l'indiquait son testament, l'intégralité des œuvres d'art qu'elle possédait sont léguées à la Morgan Library. Alors, il faut bien parler de bibliographie. Vous vous en doutez, cette histoire telle que je vous la raconte aujourd'hui est en réalité le fruit d'un très long processus de recherche mené par une série de femmes, toutes remarquables évidemment. La première est l'écrivain Anne Haight, une bibliophile qui admirait beaucoup Bell de son vivant et voulait écrire sa biographie. En 1963, elle prend contact avec Dan Thompson pour savoir si un certain Richard figure dans l'annuaire des anciens élèves d'Harvard où Dan avait étudié. Elle soupçonne Bell d'être son 3e enfant. Du moins, c'est ce que laissait entendre l'épouse de Russell qu'elle avait interrogée. Malheureusement, la maladie l'empêche de mener son enquête à terme. Plus de 30 ans plus tard, en 1999, l'historienne Jean Strauss découvre le véritable certificat de naissance de Bell dans les archives de Washington. Malheureusement, sa thèse concernant JP Morgan et son entourage ne sera jamais publiée. Il faudra attendre l'année 2007 pour que l'écrivain américaine Heidi Ardizon rédige la première biographie complète de Bell d'Acosta Green intitulée « Une vie enluminée, le voyage de Bell d'Acosta Green, du préjudice au privilège ». Repose aujourd'hui. Cet ouvrage pionnier certifie tout simplement la véritable date de naissance de la bibliothécaire. Depuis, d'autres écrivains ont œuvré à la reconstitution littéraire de la vie de Bell. Parmi elles figurent les auteurs américaines Mary Benedict et
Victoria Christopher Murray, l'auteure française Alexandra Lapierre, évidemment, que j'ai eu la chance d'interviewer, dont l'écriture a inspiré la majeure partie de ce récit. Évidemment, nous les remercions toutes pour leur travail persévérant en l'honneur d'une femme qui a su renverser tout simplement le cours de l'histoire et le cours de son histoire. Une émission conçue par Ayona Bermond pour Timeline et réalisée par Jade Vigier. À la prochaine.